Quand les gens parlent des meilleurs joueurs du monde, ils citent souvent des dribbleurs comme Vinicius Junior, des buteurs comme Mbappé ou des techniciens comme Modric. Mais si je te disais que le joueur le plus indispensable du Real Madrid n'est aucun des trois? Et si je te disais que le joueur le plus complet du monde aujourd'hui est quelqu'un qui, il y a seulement quelques années, détestait courir et n'était même pas sûr de réussir en tant que footballeur professionnel? En 2017, Suarez a comparé Federico Valverde à Steven Gerrard et en 2022, Toni Kroos a déclaré qu'il était l'un des 3 meilleurs joueurs du monde. Alors, comment Valverde en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Voici l'histoire complète de Federico Valverde, l'enfant timide et maigre qui avait du mal à trouver sa place dans le football et qui est devenu le joueur que le Real Madrid ne pourrait jamais remplacer. Federico Valverde est né le 22 juillet 1998 à Montevideo, en Uruguay. Comme beaucoup d'enfants uruguayens, le football était plus qu'un simple sport. Dès son plus jeune âge, Federico était doué et son rêve était de porter le célèbre maillot de Peñarol, comme de nombreuses légendes uruguayennes avant lui. C'est ainsi qu'à l'âge de 10 ans, il a été repéré par les recruteurs de Peñarol et a rejoint le centre de formation du club. Federico Valverde était déjà un grand talent en Uruguay. Ses qualités techniques, son intelligence et ses efforts physiques étaient bien au-dessus de ceux des autres enfants de son âge. Mais il y avait un problème, son corps était en retard. À l'âge de 13 ou 14 ans, presque tous ses coéquipiers ont grandi, sont devenus plus forts et plus rapides. Valverde, lui, était encore peu développé physiquement. Pour cette raison, il a été exclu de l'équipe nationale uruguayenne dès moins de 14 ans. Pour beaucoup de jeunes joueurs, cela aurait été un coup dur, mais l'histoire de Valverde aurait très bien pu s'arrêter là, s'il n'y avait pas eu un événement décisif. Quelques semaines après son refus, son ancien entraîneur, Néstor Gonçalves, est intervenu. Il a organisé un match amical entre l'équipe nationale et un groupe de joueurs rejetés, dont Valverde. Lors du match, Federico a détruit tout le monde, a mené son équipe à une victoire 4-0 et a été choisi comme meilleur joueur du match. À partir de ce moment-là, il n'a plus jamais raté une convocation en équipe nationale. Et si le talent de Valverde était bien reconnu, sa mentalité n'était pas encore tout à fait mature. À Peñarol, il était au départ positionné en tant que milieu de terrain latéral. Son jeu était basé sur la vitesse, le dribble et l'instinct offensif. Mais il y a eu un grand tournant. Son entraîneur, João Perdomo, a décidé de le convertir en milieu de terrain central. Perdomo l'a placé en numéro 10, juste derrière le numéro 9 de l'équipe. Il lui a appris comment faire des passes qui cassent les lignes, comment lire le jeu et anticiper les mouvements, comment couvrir ses coéquipiers lorsqu'ils montent vers l'avant, etc. Mais il y avait un gros problème. Ce poste nécessitait un effort physique énorme, sauf que Valverde détestait courir. Il disait à son entraîneur « Pourquoi je dois revenir en arrière ? Je suis un joueur offensif, pourquoi je ne peux pas rester tout simplement à l'avant ?» Valverde ne comprenait pas pourquoi il devait défendre, presser et couvrir autant de surface. Jusqu'au jour où Perdomo lui a fait une remarque. « Si tu ne défends pas, tu ne joueras pas. » Valverde, des années plus tard, a parlé de cette anecdote. « Je détestais courir et je détestais m'entraîner. Je pensais que j'avais les qualités et que c'était suffisant. Je me demandais pourquoi. Si je pouvais jouer attaquant, j'avais du mal à comprendre, mais j'avais un entraîneur à Peñarol qui aimait défendre. Il m'a dit que si tu ne défendais pas, tu ne jouerais pas. J'ai donc accepté. Quand tu ne joues pas, tu commences à tout comprendre. C'est à ce moment-là que je me suis convaincu que je ne perdrais contre personne, que j'essaierais d'être meilleur que n'importe qui, que je me battrais plus fort que n'importe qui et que je serais le meilleur associé défense et attaque. C'était une leçon simple, mais elle a tout changé. À partir de ce moment, Valverde a complètement changé sa mentalité. Il ne voyait plus la course comme un inconvénient, mais plutôt comme sa meilleure force. Ce changement de mentalité allait ensuite marquer sa carrière, faisant de lui l'un des joueurs les plus infatigables et les plus acharnés du monde. À l'âge de 15 ans, l'évolution de Valverde à Peñarol était impossible à ignorer. Il a impressionné dans les équipes de jeunes et il était prêt à devenir un joueur de football professionnel. À 15 ans seulement, il a été promu dans l'équipe première de Peñarol. Un exploit sans précédent pour quelqu'un de son âge. En 2015, à seulement 16 ans, il a fait ses débuts professionnels. Les recruteurs européens n'ont pas tardé à le remarquer. Sa capacité à diriger le milieu de terrain, à prendre des décisions rapides et à être présent sur tout le terrain a fait de lui l'un des jeunes joueurs les plus prometteurs d'Amérique du Sud. Puis est arrivé le moment le plus important de sa nouvelle carrière. En 2016, le Real Madrid est venu frapper à sa porte. Les Madrilènes ont vu en lui quelque chose de spécial, et ils n'ont pas hésité une seconde. À 17 ans seulement, Valverde a donc signé avec le Real Madrid.
même s'il n'a officiellement rejoint le club qu'à 18 ans pour des raisons liées aux règles de transfert de la FIFA. Mais les débuts de Valverde à Madrid n'ont pas été faciles. Lorsqu'il est arrivé au Real en 2016, il n'a pas été directement convoqué dans l'équipe première. Il a plutôt été envoyé au Real Madrid Castilla, l'équipe réserve, pour lui permettre de mieux appréhender le football européen et le système du club. C'était une étape de formation indispensable qui lui a permis de développer son sens tactique, son physique et sa discipline. Mais le Real Madrid voulait qu'il gagne davantage d'expérience en équipe première, et il a donc été prêté au Deportivo La Coruña lors de la saison 2017-2018. La saison a été difficile, le Deportivo a galéré et a finalement été relégué. Mais pour Valverde, cette saison a été une expérience marquante. Il a joué 24 matchs en Liga, et s'est adapté à l'intensité et au rythme du football espagnol de haut niveau. Lorsqu'il est revenu à Madrid en 2018, il n'était plus seulement un jeune talent prometteur, mais un jeune joueur prêt à se battre pour trouver sa place parmi les meilleurs joueurs du monde. Imagine que tu débarques dans l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire, avec Modric, Kroos et Casemiro, le trio qui a remporté 3 Ligues des Champions d'affilée. Pour la plupart des jeunes joueurs, se faire une place dans une telle composition aurait semblé impossible. Beaucoup à sa place auraient choisi la solution la plus facile, un prêt pour avoir du temps de jeu ou un transfert dans un club où il aurait la garantie de jouer régulièrement. Mais Valverde n'est pas comme tout le monde. Il est resté. Il a appris aux côtés des meilleurs milieux de terrain du monde et il a su accumuler le maximum d'expérience. Il a pris chaque défi comme une leçon, chaque échec comme une motivation. Et au lieu d'abandonner et dire que je n'arriverai jamais à prendre la place de Kroos, Casemiro ou Modric, il a continué à s'améliorer jusqu'à ce qu'il devienne impossible à ignorer. La saison 2018-2019 a marqué ses premiers pas dans l'équipe première du Real Madrid, sous la direction de Julen Lopetegui. Au début, il était un joueur de dépannage qui apprenait des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais lorsque Zinedine Zidane est revenu en mars 2019, les choses ont changé. Valverde est passé d'un joueur occasionnel à un joueur important dans la formation de Zidane. Lors des 8 derniers matchs de la saison, Zidane l'a fait débuter 5 fois, prouvant ainsi sa confiance envers le jeune Uruguayen. Puis la saison 2019-2020 est arrivée, où Valverde s'est réellement dévoilé au monde entier. Il a débuté plus de matchs que ceux où il était remplaçant. Il a doublé ses minutes jouées. Il est devenu un soutien important pour Casemiro dans le milieu de terrain défensif. Mais ce qui rend Valverde si spécial, c'est son incroyable polyvalence. Zidane l'a utilisé partout. Milieu de terrain central, milieu de terrain droit, milieu de terrain offensif. Et même arrière droit en cas de besoin dans les grands matchs. Il n'était plus seulement un jeune joueur avec du potentiel. Il était devenu l'une des armes les plus précieuses du Real Madrid. Mais ce que l'on remarque avant tout chez Federico Valverde, c'est son énergie. Le mec ne s'arrête jamais. Est-ce que tu te souviens de cette incroyable remontada contre Chelsea? Valverde a couru 14 km lors de ce match. Pour avoir une idée plus précise, il faut savoir que la plupart des joueurs en parcourent à peine 9 km par match. Valverde était partout, en défense, en attaque, au pressing, comme s'il avait un moteur dans le cœur. Et le plus fou, c'est qu'il le fait encore aujourd'hui. Semaine après semaine, avec la même intensité et le même rythme. Quand on parle de joueurs qui courent tout le temps sans arrêt, on pense tout de suite à Valverde. L'arrivée de Carlo Ancelotti, en 2021, a tout changé pour Valverde. Sous Zidane, il avait déjà prouvé qu'il était un joueur important de l'équipe. Mais Ancelotti a vu quelque chose de plus. Il a vu un joueur qui pouvait être le moteur de l'équipe. Grâce à son intelligence tactique, à son rythme de travail exceptionnel et à sa capacité à occuper plusieurs postes, Valverde est devenu un joueur titulaire indiscutable. Cette saison-là, le Real Madrid a remporté la Liga et la Ligue des Champions. Et Valverde a joué un rôle déterminant dans les 2 triomphes. Sa capacité à presser haut, à récupérer le ballon et à passer rapidement à l'attaque était cruciale dans le système d'Ancelotti. Ses performances ont été si impressionnantes qu'il a été élu meilleur athlète uruguayen de l'année en 2022, battant des stars de tous les sports dans son pays. Pendant la majeure partie de sa carrière, Valverde a été connu pour son énergie, sa polyvalence et ses contributions défensives. Mais en 2022, il a ajouté un autre aspect à ses performances. Avant, sa meilleure saison se limitait à 3 buts, toutes compétitions confondues. Mais au moment de la Coupe du Monde 2022, il avait déjà inscrit 8 buts, soit plus du double de son record précédent. Et ce n'était pas de simples buts, c'était des buts magnifiques. Un missile de longue distance contre l'Atlético Madrid, une frappe splendide contre le Barça, des volées imparables, des courses en solo et des frappes enroulées dans la lucarne. Puis il y a eu la Coupe du Monde des clubs, où il a été le meilleur joueur de Madrid. Un but en demi-finale et 2 buts en finale, ce qui a permis à Madrid de remporter le trophée. À ce moment-là, même Toni Kroos s'est rendu sur Twitter et a déclaré « En ce moment, Valverde est l'un des 3 meilleurs joueurs du monde ». En fait,
Il serait impossible de parler de Federico Valverde sans mentionner ses tirs puissants. Ce gars a un lance-roquette dans ses jambes. Chaque fois qu'il décoche une frappe, t'as l'impression que le ballon va percer les filets. Dès qu'il a un peu d'espace, tu sais qu'il va tenter. Et souvent, le ballon finit au fond. Valverde est souvent comparé à Steven Gerrard grâce à ses longs tirs qui se ressemblent. Quand Federico Valverde faisait ses débuts en équipe nationale, je voyais déjà les ressemblances entre lui et Steven Gerrard. Voilà ce que Luis Suarez a dit en 2017 par rapport à cette comparaison, et il a effectivement raison à ce sujet. Mais le football est imprévisible. Après la Coupe du Monde, Valverde a connu une baisse de forme assez forte. Il ne marquait plus aussi souvent et, à la fin de la saison 2022-2023, cela se voyait clairement. La situation s'est prolongée en 2023-2024 où il n'a marqué que 3 petits buts. Mais si tu penses que cela signifie qu'il est devenu moins important, tu te trompes complètement. Ancelotti a simplement changé la façon dont il l'utilise. Avec toutes les blessures, Valverde a dû redevenir ce qu'il était au début, un joueur multitâche. Il a joué plus bas au milieu pour aider à la récupération, il a été placé à droite lorsque l'équipe avait besoin de solidité défensive, il a même joué le rôle de latéral droit lorsque la défense était en difficulté. Bref, les buts ont peut-être disparu, mais son influence est restée immense. Et maintenant, en 2024-2025, c'est encore une période de grands changements pour le Real. Toni Kroos et Nacho sont partis. 2 cadres en moins, ça fait mal. De plus, les blessures se sont multipliées. Carvajal s'est absenté pour une longue période, tout comme Militao et Alaba en début de saison. Du coup, Ancelotti a dû revoir toute sa tactique. Et devine qui est encore au cœur de tout ça? Federico Valverde. Aujourd'hui, il a un rôle hybride. Un vrai couteau suisse. Il alterne entre milieu de terrain box-to-box où il court, attaque et défend, meneur avancé où il monte et assiste les attaquants, tireur de loin car ses frappes lointaines sont très puissantes. Une fois de plus, sa polyvalence est indispensable pour le Real. Mais cette saison, il a eu un nouveau défi. Avec Carvajal, absent pendant plusieurs mois, le poste de latéral droit est presque vide. Lucas Vazquez joue souvent là, mais dans les gros matchs, Ancelotti n'hésite pas à mettre Valverde. D'ailleurs, Ancelotti l'a dit lui-même, Valverde est le joueur le plus complet du football. Un rêve pour n'importe quel entraîneur. Tu peux le mettre n'importe où sur le terrain, il fera toujours le boulot. Le truc avec la plupart des milieux de terrain, c'est qu'ils sont bons dans un seul domaine, mais rarement dans tous. Ils sont soit bons en défense, soit bons en attaque. Valverde, lui, est bon dans les deux aspects. Tu veux le mettre arrière droit? Pas de problème. Milieu, défenseur central, aucun souci. Ailier droit, ailier gauche, franchement tu peux le mettre où tu veux sur le terrain, il va assurer. Alors oui, il n'a peut-être pas l'élégance d'un Modric pour sortir d'un pressing, il n'a pas non plus la précision phénoménale de Kroos sur les transversales, et en défense pure, ok, il y a des gars plus costauds que lui. Mais Valverde, c'est pas celui qui est impressionnant dans un seul domaine, mais c'est celui qui est très bon dans tous, et c'est justement ça qui le rend infernal à affronter. Peu importe le poste, peu importe la mission, il répond toujours présent. Et à ce niveau-là, cette polyvalence, c'est un privilège rare et précieux. En 2023, sous les ordres de Marcelo Bielsa, Valverde est devenu pour la première fois capitaine de l'équipe nationale d'Uruguay. À seulement 24 ans, c'était un signe fort, une reconnaissance de son influence, de son mental et de son leadership, sur le terrain et en dehors. Parce qu'il faut le dire, l'Uruguay, c'est une équipe bâtie sur le cœur, l'intensité et une combativité de malade. Et s'il y a un joueur qui incarne ça parfaitement aujourd'hui, c'est bien Valverde. Et au Real Madrid, son statut ne fait que monter. Pour la saison 2024-2025, il est officiellement devenu le 4e capitaine du club, juste derrière Modric, Carvajal et Lucas Vazquez. Un moment fort pour un joueur que certains voyaient encore comme un simple soldat polyvalent. Aujourd'hui, il est l'un des leaders du vestiaire d'un des plus grands clubs du monde. On l'oublie souvent, mais laisse-moi te rappeler un truc. L'une des défaites les plus douloureuses de cette saison, à part le Classico, c'était contre le Betis. Ce jour-là, le Real a sombré. Franchement, c'était peut-être le pire match du club depuis des mois. Et tu sais ce qui manquait ce jour-là? Valverde. Ce n'est pas un hasard, car il y a plein d'exemples comme ça ces dernières années. Quand il n'est pas là, ça se voit direct. Pendant longtemps, on l'a vu comme le couteau suisse du Real. Le gars qu'on balance à droite, à gauche, qui ferme sa bouche et fait le taf. Et soyons honnêtes, ce Real-là, sans Valverde, n'est pas la même équipe. Tu peux parler de Bellingham, de Vinicius, de Mbappé et de leurs exploits. Mais est-ce qu'ils auraient autant d'espace et de liberté sans Valverde qui court partout comme un malade pour les couvrir? Je ne pense pas. Valverde, il joue souvent milieu central. Et ce qui impressionne, c'est son intelligence de jeu et surtout son endurance monstrueuse. Il peut défendre une seconde, puis se projeter en attaque l'instant d'après, sans jamais baisser en intensité.
En défense, il récupère des ballons hyper propres. Il tacle, il ferme les espaces, c'est une assurance pour la défense. Et offensivement, ses passes rapides et précises lancent des contre-attaques tranchantes et qui font très mal. Mais tu vois, son impact va au-delà des stats. Ce qu'il représente, c'est l'ADN du Real. La faim, la rage, l'envie de tout donner sur le terrain, de ne jamais abandonner. Il incarne ça mieux que personne aujourd'hui. Il suffit de voir ses célébrations de but ou ses réactions après son tir au but face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions cette année. Et le plus fou dans tout ça, il n'a que 26 ans. Il a déjà plus de 300 matchs avec le Real. 2 Ligues des Champions, 3 Ligas, 2 Supercoupes d'Europe, 2 Supercoupes d'Espagne, 3 Coupes du Monde des clubs, une Copa del Rey et il n'est même pas encore au sommet de sa carrière. Tout ce que Valverde apporte, ça ne rentre pas dans les statistiques. Ça se ressent dans l'équilibre d'une équipe. Il n'est peut-être pas celui qu'on remarque en premier, mais quand il n'est pas là, tout le monde le sent. Et si tu demandes à n'importe quel entraîneur quel joueur tu voudrais avoir dans ton équipe, il y a de grandes chances qu'il te réponde « Donne-moi Federico Valverde ». Et c'est là que tu comprends que Federico Valverde est bien plus qu'un joueur. C'est le cœur qui fait battre sur Real Madrid. Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.